Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Titi, on part à la Banque centrale de la République de Guinée. Ouais, du nouveau, c'est un feuilleton et je crois qu'il n'est pas prêt de prendre fin parce qu'il faut quand même le dire et le redire ici. C'est avec une conviction d'airain que nous avons entamé cette enquête et je pense que cette conviction, elle reste, elle demeure et nous irons jusqu'au bout. Et je vais commencer par revenir sur quelques réactions qui ont été disséminées dans la presse, qui sont venues d'autorités et d'activistes de la société civile. D'abord, on se souvient que avant le communiqué officiel de la Banque centrale, il y a eu cette réaction prompte du deuxième vice-gouverneur, M. Baïdi Haribo, qui est allé d'un démenti formel. Les grandes gueules. Je suis sûr que M. Baïdi Haribo, banquier ou économiste qu'il est, je ne connais pas de quelle formation il est, ne connaît pas les contours de cette affaire. Mais il se permet de toutes les façons de sortir dans la presse et de démentir à sa façon. À sa suite, il y a eu l'homme d'affaires ou l'orpailleur Tidiane Koïta qui est allé aussi sur certains médias qu'il a payé pour donner sa réaction, pour démentir de façon formelle. Il dit qu'il arrive en Guinée et que tout le monde saura, qu'il va rentrer en pleine journée. On verra. Et on verra, à la suite des différentes confrontations, on verra ce qui en est de la réalité, de la vérité dans ce dossier. Il y a aussi un activiste de la société civile, la personne de M. Kouré Sikondé, qui, à mon avis, a raté une grande occasion de peut-être, pour ne pas dire de se taire, mais il aurait mieux fait, en tant qu'activiste de la société civile, de comprendre cette affaire. Et je sais qu'il en sait un peu plus, qu'il en sait un peu de cette affaire. Il connaît cette affaire. Donc on ne va pas aller très loin, mais il connaît cette affaire. Et nous faisons la lecture des relations, des connexions. Monsieur Kouré Sikondé, très ami au Premier ministre Kassori Fofana, camarade de promotion de monsieur Luceli Nabé, le gouverneur de la Banque centrale, et qui connaît aussi Monsieur Yacoub Sidia. Donc, je pense que c'était pas assez adroit de sa part de sortir aussi promptement pour faire un... Il dit qu'il y a eu plus une intention de nuire qu'une intention d'informer. Donc, je crois que, puisqu'il connaît un peu de cette affaire, je crois que l'occasion viendra pour qu'on ait une confrontation. Il y a aussi, et pour solde de tout compte, le Premier ministre, qui, dans sa sortie sur ses 100 jours à la RTG, est allé donc de manière très forte pour dire c'est totalement faux. Je suis sûr qu'il se fonde sur les informations à lui confiées par les autorités, les responsables de la Banque centrale. Je pense que pour tout ce qu'on connaît de lui, son pedigree et sa rigueur intellectuelle et son background, je pense qu'il aurait mieux fait de prendre connaissance du dossier, d'attendre et de donner une réponse diplomatique ce jour-là. On a reçu ici le conseiller personnel du chef de l'État, M. Thibou Camara. Tout le monde a suivi sa réponse. Il n'est pas allé de cette façon assez abrupte pour écarter d'une main gauche toutes nos affirmations, toutes nos révélations plutôt. Je m'inquiète pour ce qui pourrait arriver parce que j'ai l'impression que le Premier ministre est allé un peu plus vite en besogne. Et je pense que je mets ça au compte d'une maladresse dans la communication. Il y a eu d'autres maladresses qui ont été commises également, d'autres bourdes lors de sa communication. Tout ça n'est pas fait pour rassurer, tout ça n'est pas fait pour donner de la sérénité à l'opinion publique. Donc je vais revenir sur l'affaire en elle-même. Pour permettre à nos auditeurs de comprendre, on a préféré donc revenir, rappeler les faits avant de donner quelques éléments de preuve que nous avons sous la main par rapport à ce dossier. Il faut dire, j'oubliais, il y a la sortie de Kégourou aussi, colonel Moussa Kégourou sur Média Guinée, qui donc ne nie pas l'existence de cette affaire. Il dit que, puisque l'affaire est sous enquête, donc il ne se prononce pas dessus. Même s'il est allé dire que les journalistes qui ont mené cette enquête, il confirme que nous l'avons bel et bien appelé et qu'il nous a dit d'arrêter de nous intéresser à d'autres dossiers. Donc, mais il ne nie pas que l'affaire est sous enquête. Donc, je pense que là, il y a une contradiction entre Kégourou
colonel Moussa Tchegro est le Premier ministre. Je pense qu'il devrait réunir un peu plus d'éléments, le Premier ministre Kassori Fofana, avant de se prononcer. Je pense qu'il est un peu passé à côté. Pour rappel des faits, cette affaire concerne la Banque centrale, MSS, Phoenix et la société Sosim de l'homme d'affaires Koïta, Tidjane Koïta. Il s'agit d'un contrat de transport de fonds. Et je pense qu'on l'a déjà expliqué ici. La Banque centrale, après le retrait de Crédit Suisse, qui est resté longtemps, et qui à un moment donné donc, a décidé de quitter un certain nombre de pays africains, dont le nôtre, la Guinée. Oui. Les grandes gueules. La Banque centrale a recherché d'autres prestataires pour continuer à convoyer ces fonds à l'étranger. C'est ainsi que MSS est arrivé. Oui. Et pour le moment, on ne dévoile pas les conditions dans lesquelles MSS a obtenu ce contrat. Parce qu'il y a du flou également autour de cela. Mais en tenons-nous au fait que MSS a donc hérité de ce marché, a pris les rênes donc des opérations de transport des devises de la Banque centrale vers l'étranger, donc pour être dispatché dans les banques étrangères. Ça, c'était en 2014. L'opération a continué sans grand dommage jusqu'en 2015. C'est à partir de 2015 que les problèmes vont commencer. Moussa a présenté le tableau qui montre que MSS fractionnait les montants. C'est-à-dire que MSS prend les valeurs à partir de la Banque centrale ici à Conakry pour les déposer dans son compte principal à Dubaï. C'est à partir de là que les comptes correspondants de la Banque centrale sont alimentés. Ouais. Donc on fait le dispatching à partir de Dubaï. Mais comment comprendre? Moussa a donné beaucoup d'exemples. Non, prenons le seul exemple sur les 58 millions. 58 millions qui devaient entrer donc, dans les comptes correspondants de la Banque centrale sous 48 heures, mais qui ont pris 6 mois sans que la totalité ne rentre. Ouais. À la suite de cela, donc quand ces défaillances ont été constatées, il y a le cabinet KPMG France qui est venu, qui a fait une mission d'audit à la Banque centrale en 2015. Cette mission est arrivée à la conclusion qu'il y avait défaillance. Et au terme de la mission, avant de rendre public son rapport, le cabinet KPMG va organiser une réunion d'information au sein de la Banque centrale avec les directions concernées. Il s'agissait de la caisse principale, de la direction d'échange, de la direction de l'audit interne, parce qu'il y a une commission de l'audit interne à la Banque centrale, et de la direction d'exploitation. Donc toutes ces directions qui sont concernées par les opérations de devises ont participé à cette réunion d'information. Au cours de la réunion, le cabinet a exploité le tableau des encaissements des devises de la Banque centrale et s'est posé un certain nombre de questions. Et je fais référence au tableau que Moussa a présenté dernièrement. Les questions que le cabinet s'est posées, premièrement, pourquoi MSS n'est pas le seul ordonnateur des virements des devises? Moussa va revenir là-dessus tout à l'heure. Parce que le cabinet s'est rendu compte que MSS n'est pas la seule entité à ordonner des virements sur les comptes de la Banque centrale. Il y avait d'autres ordonnateurs, notamment Phoenix. Phoenix qui est aussi une société du Mauritanien Yacoub Yassine. Ouais. Comment comprendre que Phoenix, qui n'a pas de relation contractuelle avec la Banque centrale, puisse faire des virements au profit de la Banque centrale? Ça, c'était la première question que le cabinet s'est posée. La deuxième question, c'était autour des délais de convoi des devises. Et je crois qu'on l'a rappelé ici. Le contrat exige que les montants rentrent sous 48 heures. Les montants, même un an après, les montants ne sont pas rentrés. Donc, c'était la deuxième question. Pourquoi ces délais qui s'étirent et qui n'arrivent jamais à terme? La troisième question, pourquoi la BCRG a continué à confier d'autres montants à MSS sans que les premiers montants ne soient entièrement soldés? Je crois que ce sont des vraies questions qu'il faut se poser. Oui. Et ce sont des questions que le cabinet a posées. Quatrième question, et si MSS déclarait faillite, comme ça s'est passé au Burkina, Moussa va en parler tout à l'heure, parce que là-bas, le MSS, à cause des difficultés qu'il a rencontrées, a écrit à la Direction générale des impôts pour demander, pour plutôt notifier une cessation d'activité. Cela s'est passé. Maintenant, l'auditeur s'est posé la question, si MSS tombait en faillite, alors qu'il devait de l'argent à la Banque centrale,
comment la Banque centrale agirait, comment la Banque centrale ferait. Parce qu'il faut rappeler qu'à la date, à fin décembre 2015, MSS devait 13 millions d'euros à la Banque centrale. Vous posez la question, une question basique. Comment, dans une opération de transport de fonds, vous avez un contrat qui veut que vous preniez de l'argent à un point A pour le déposer à un point B au terme d'un délai et vous ne le faites pas? Comment comprendre qu'il y a une histoire de dette entre les deux structures? C'est pas possible, Lamine, c'est pas imaginable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au terme donc de cet audit, les autorités de la Banque centrale vont décider de suspendre les opérations de transport de fonds effectuées par MSS et donc geler le contrat de MSS. Donc au 31 décembre 2015, le contrat a été, plutôt en novembre 2015, le contrat a été gelé. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Pendant 8 mois, donc de novembre 2015 à juin 2016, les opérations vont être suspendues et MSS, son contrat est gelé. Par la suite, ce qui va arriver, c'est que le contrat de MSS va être remis. C'est qu'on va signer un nouveau contrat en faveur de MSS avec un avenant qui accorde un échéancier, un nouvel échéancier à MSS pour rembourser les 13 millions. Ce qu'il faut aussi rappeler que MSS n'avait qu'une assurance de 15 millions d'euros. C'est-à-dire que, mais qui a pris fin aussi en décembre 2015. Donc, c'est-à-dire que après, en janvier 2016 déjà, MSS n'avait plus de couverture, n'avait plus d'assurance, parce que son assurance avait pris fin. Dans quelles conditions, donc, on a signé ce nouveau contrat en faveur de MSS? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Et c'est le gouverneur donc qui a décidé de signer ce contrat en faveur de MSS. Nous savons aussi comment cela est arrivé, comment certains s'y sont mis pour favoriser l'arrivée de ce contrat. La question donc est de savoir, puisque la Banque centrale, pourquoi la Banque centrale, à la suite donc du gel du contrat de MSS pour cause de montants importants manquant à l'appel, pourquoi signer un nouveau contrat et pourquoi continuer à confier... Malgré les antécédents. Exactement. Pourquoi continuer à confier des montants en euros à MSS, alors que dans le document que nous avons présenté ici, qui semble être la version des faits du gouverneur de la Banque centrale dans cette histoire, dans ce document, le gouverneur explique qu'il y a des difficultés en ce qui concerne les encaissements des montants en euros. S'il y a des difficultés, pourquoi vous continuez à confier des montants en euros à MSS? Ce sont des vraies questions qu'il faut donc continuer à se poser. À date, il faut rappeler que MSS, depuis en cette année, jusqu'au mois de mai, de cette année, jusqu'au mois de mai donc de cette année, MSS n'a toujours pas réussi à mettre les compteurs à zéro. C'est-à-dire que MSS reste dévoilé. Et je crois que le document... Donc l'échéancier n'est pas respecté. Non, pas du tout. Jusqu'à gars. date, MSS, le document du gouverneur en fait foi, MSS reste dévoir 21 millions et quelques d'euros à la Banque centrale. Donc ils ne sont pas rentrés. Ils disent que les montants sont à l'extérieur, sont quelque part. Et ce que nous avons dit la dernière fois, nous avons mis au défi la Banque centrale que dès la première demande, que ces fonds, que la Banque centrale soit capable de rapatrier ces fonds. Je pense que ce sont des vraies questions qu'il faut se poser. En ce qui concerne les connexions entre les différentes entités, pourquoi nous avons parlé de détournement? Parce que les montants, lorsqu'ils ne vont pas d'un point A à un point B, là, il s'agit d'un détournement. Comment MSS, en prélevant, en fractionnant les montants qu'il convoyait, comment MSS les utilisait pour financer les opérations d'achat et de commercialisation d'or à travers la société de M. Tidjane Koïta, et en retour, pour que cette société qu'on appelle Phoenix alimente les comptes de la Banque centrale. On va suivre la suite avec Moussa Moïse. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. La suite donc de l'enquête avec vous, Moussa Moïse Sylla, allez-y. La suite, Abaka Campbell Décor. Moi, je voudrais déjà qu'on soit un peu quand même
Bon, c'est pour ironiser, mais félicité par Tchegbro. Il y a quand même un décret qui avait été pris pour dissoudre complètement son service. Lui qui a rendu de grands services à ce pays, son adjoint, selon mes informations, allait être muté du côté de Télémélé. Tchegbro allait être, je sais pas moi, mis dans les rangs de la gendarmerie, confié à la gendarmerie, tout ça. Donc, ça a permis, imaginez, la presse a levé le lièvre, notamment l'émission Les Grandes Gueules. Et les jours qui ont suivi, eh bien, un mail est venu, le président n'étant pas présent sur le territoire national, il a fait venir un mail, il a envoyé un mail par lequel il a reconduit Moussa Tchegbro Camara dans ses fonctions. Je pense que si Tchegbro ne tenait pas le bon bout sur cette enquête, si cette enquête ne reposait absolument sur rien, si c'était du vent, comme on raconte, eh bien, je ne vois pas par quelle manière, par quel miracle, le président Alpha Condé allait revenir sur son décret concernant Moussa Tchegbro. C'est parce qu'il tient le bon bout, il est sur la bonne piste. Alors, je vais rappeler qu'un 12 décembre, pour des raisons de confidentialité, pour ne pas que quelques esprits malins remontent à nos différentes sources, eh bien, un 12 décembre, je ne donnerai pas la date entière, MSS a reçu 20 millions de dollars. Le 15 décembre, 20 autres millions de dollars. Et le 16 décembre, 25 millions de dollars. Le 23 décembre, 11 millions ont été déposés sur le compte correspondant de la Banque centrale du côté de New York, mais en passant par Dubaï. Le 26 décembre, 1 999 964 dollars. Le 8 janvier, 9 979 964. Le 9 janvier, le même montant. Le 14 janvier, 4 millions, un peu plus de 4 millions. Le 12 janvier, 3 millions de dollars. Le 3 mars, 4 500 000 dollars. Il manquait toujours, après cette première tranche, 20 769 969,78 dollars non soldés sur le compte correspondant de la Banque centrale. Les grandes le 12 gueules. mars de la même année, MSS a reçu, alors que le compte précédent n'a pas été soldé, 15 millions de dollars. Le 13 mars, 15 autres millions de dollars. Il a fallu attendre le 1er avril de la même année pour que le compte de la Banque centrale soit crédité de 1 996 375 dollars. Le 7 avril, 12 848 510 dollars. Et le 9 avril, MSS dépose également 4 136 275 dollars. Le 5 mai, un autre montant. Le 22 mai, un autre montant. Le 5 janvier, il y a un second montant qui est confié à MSS à l'ordre de 6 millions de dollars à transporter sans avoir soldé les précédents. Ouais. Alors, la question que l'on se pose, pourquoi les délais sont si longs? Il a posé cette question. Pourquoi les montants ne sont pas déposés en totalité? Pourquoi cette ponction? Les réponses à ces questions nous ont amenés à nous intéresser aux responsables de MSS chargés de convoyer les valeurs de la Banque centrale, en l'occurrence Yacoub Sidia, le Mauritanien, et en même temps, patron d'une autre société du nom de Phoenix, actif dans le commerce général d'or. C'est-à-dire que celui à qui on a confié ce contrat de transport des valeurs de la Banque centrale a créé une autre société qui s'appelle Phoenix, qui intervient dans le domaine de l'or. Ça nous amène aussi à nous intéresser à une autre société du nom d'établissement Sosim, appartenant à Tidiane Koïta, qui est en fait un comptoir d'achat et de vente d'or. Nos recherches nous ont prouvé que Phoenix, appartenant donc à Yacoub Sidia, qui est également le patron de MSS, qui transporte nos valeurs, nos enquêtes donc nous ont prouvé que Phoenix finance l'entreprise Sosim pour acheter de l'or. Lors d'une année X, alors, l'identité de nos sources, parce que je l'ai toujours rappelé. Les grandes gueules. Phoenix de Yacoub Sidia, propriétaire de MSS, a fait une avance de 1 million de dollars. Le 12 octobre, je vais donner cette date, le 12 octobre 2015. 5 kilos alors d'or ont été livrés pour la valeur de 100, pour la valeur qui est mentionnée là, je ne donnerai pas la valeur, et 5 autres kilos ont été livrés par Tidiane Koïta de l'entreprise Sosim à Phoenix. Du 7 décembre au 21 décembre 2015, Sosim, de l'entreprise appartenant à Tidiane Koïta, va recevoir de Phoenix, de Yacoub Sidia, 11 887 262,54 dirhams, près de 3 millions de dollars, pour livrer donc de l'or à Phoenix. Pour être plus succinct, du 6 octobre 2015 au 3 février 2016, Sosim de Tidiane Koïta a reçu 12 432 769,98 dollars et a livré à Phoenix
de l'or pour une valeur de 8 516 512,68 $. Donc, l'entreprise SOCIM restait devoir à Phoenix 3 916 572,30 $. Les grandes gueules. La relation entre Tidiane Koïta, propriétaire de SOCIM, Yacoub Sidia, propriétaire de Phoenix et en même temps de MSS, est trouble. C'est une relation inquiétante qui est d'ailleurs suspecte. Pourquoi Phoenix, dont le patron est Yacoub, donne des avances, mais il y a tellement d'orpailleurs en Guinée, renseignez-vous. Il donne des avances, et pas avec quelques petits montants, à Tidiane Koïta pour acheter de l'or. Pourquoi cette avance? Et pourquoi les opérations d'achat d'or de l'entreprise SOCIM sont financées par Phoenix? Alors, l'argent qui vient de Phoenix, reçu par SOCIM, eh bien, ça se fait de 3 manières. D'abord, par virement bancaire, à partir des comptes de Phoenix qui sont logés à la BCI Conakry ou à Emirates ENBD de Dubaï. Au niveau de Phoenix, SOCIM de Tidiane Koïta, Sylvenier, a un code, comme toutes les entreprises qui commercent avec Phoenix. Le code que l'entreprise SOCIM a auprès de Phoenix, c'est K500. Alors, maintenant que nous savons que Yacoub de MSS, dont la société a un contrat de convoi de fonds avec la Banque centrale, est aussi patron de Phoenix, qu'il achète de l'or et vend notamment avec l'entreprise SOCIM de Tidiane Koïta. Alors, ce qui est beaucoup plus grave, c'est que les opérations de vente d'or de Phoenix servent à couvrir les transferts incomplets de fonds de MSS au compte de la Banque centrale. Le circuit est confus, tumultueux. Il y a des preuves tangibles, je vais vous en donner pour étayer tout cela. Le 21 janvier, ça c'est d'abord les montants qui ont été reçus par l'entreprise SOCIM de Tidiane Koïta, les avances venant de Phoenix pour que l'or soit acheté. Alors, le 21 janvier 2016, 2 millions de dollars ont été transférés des comptes de Phoenix. Je donne le compte AE 280 260 00102. Phoenix City, FZE, BP 507, 508, Silicon Oasis Dubaï. Du côté de Dubaï, donc pour la Banque centrale, donc le compte correspondant du côté de la Citibank, 399 Park Avenue, New York. Avant cela, le 31 décembre, 6 568 329 078 $ sont sortis des comptes de Phoenix pour être transportés, pour être virés dans le compte correspondant de la Banque centrale, du côté, encore une fois, de la Citibank. Ces documents de transfert sont là. Je rappelle que Phoenix n'a pas un contrat avec la Banque centrale. En aucune manière, Phoenix ne peut prendre de l'argent pour les transférer dans les comptes correspondants de la Banque centrale. C'est vrai que le propriétaire de Phoenix est aussi le propriétaire de MSS qui transporte les valeurs de la Banque centrale et dont les comptes, la Banque centrale, ne sont pas crédités dans le respect du délai légal. Alors, c'est que l'argent qui est fractionné est utilisé sur base de documents. Pendant qu'il y a des manquants, l'argent est utilisé pour être, dit-on, fructifié afin de venir faire des bénéfices qu'on se partage et après boucher les trous. Si au moins les trous étaient bouchés. Alors, mais ils vont pas s'arrêter là. Le circuit est assez grave. Vous avez ces transferts de fonds qui sont là. Je tiens ce transfert de fonds, par exemple, il a été fait à hauteur de 2 millions de dollars. Et bien, c'est tombé dans les comptes de la Banque centrale, c'est bien écrit là, 109 64 321, Banque centrale de la République de Guinée, Kaloum, boulevard du commerce, commune de Kaloum, boîte postale, numéro 69. Et c'est tombé dans les comptes de la Banque centrale le 21, le premier 21, en 2016 plutôt, bien. À 5h12. Voici le transfert de la Banque centrale qui est là. Alors, ce deuxième circuit dont j'ai parlé également, le montant de 6 millions est tombé dans les comptes correspondants de la Banque centrale et ça a été reçu le 31 12e mois 2015 à 13h25 précisément. Alors, donc, il ne faudrait pas qu'on puisse nous faire une guerre lorsque nous nous posons des questions et que nous relevons des approches assez bizarres entre celui qui est chargé de convoyer nos fonds, qui crée une autre société d'achat d'or et un orpailleur sur place. Mais le mauvais circuit, parce qu'il faudrait qu'on rappelle le circuit, peut-être après la pause, et vous verrez que quand on rappellera le circuit, vous comprendrez aisément
que ce sont des génies qui ont travaillé. Bien. Des génies. Bien. Voilà. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs, pour la suite de cette enquête, évidemment, avec Moussa Moïsila et Aboubacar Diallo. Une pause de 10 minutes et on va essayer de partir du côté de la République, de la Banque centrale de la République de Guinée. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On part au port autonome de Conakry ce matin, mon cher Tamba, Zachary Milimono. Alors, l'histoire du port autonome de Conakry, ce n'est pas tant les conditions dans lesquelles cette concession, cette cession s'est réalisée, qui fâche le Guinéen et l'observateur de la scène publique guinéenne. Ce qui énerve davantage, c'est l'arrogance qu'il y a autour. On nargue le peuple une première fois en signant cet accord dans les conditions que vous savez, mais on nargue également le peuple et tous les acteurs sociaux du port autonome de Conakry dans la communication qui est en train d'être menée. On les traite d'ignorants, de peu connaisseurs des éléments contenus dans un accord qui est maintenu caché, comme un gros secret de magie. Cet accord-là, il est toujours caché, c'est une réalité. Mais dernièrement, parce que ce qui a dérangé, c'est cette sortie du ministre Aboubacar Silla. Aboubacar Silla, je rappelle à nos Guinéens, à nos auditeurs et auditrices, qu'Aboubacar Silla était quand même porte-parole de l'opposition républicaine guinéenne. Les grandes gueules. Il est porte-parole du gouvernement de la République de Guinée. Oui. Ça, c'est important à rappeler à tous les Guinéens. Ce qui me dérange, c'est que quand il prend la parole, et en parlant de ces syndicalistes et des acteurs qui s'opposent à cela, quand il prend la parole, il insinue, quand il ne dit pas de manière ouverte, que ces personnes-là n'y connaissent absolument rien. Ils comprennent rien au rapport. Et c'est ce qui m'a fait rire. La dernière fois, quand il nous a appelés en conférence de presse, vous savez, c'était Espace Expression, toute l'équipe, il y avait 4 éléments dont Jacques, notamment, nous sommes partis. Lamine, moi, premièrement, je riais quand je le voyais parler. Le sérieux qu'il mettait. Cet homme qui disait hier que la gouvernance Condé, c'était ceci, c'était cela, aujourd'hui qu'il la défend bec et ongle, moi à la fin ça me faisait rire. Une contradiction insultante qu'on a pu voir chez lui. De l'autre côté, c'était la même arrogance et qui continue aujourd'hui. Les syndicalistes, devaient, pour le dire très rapidement, pour revenir au vif du sujet, les travailleurs du port autonome de Conakry devaient donc se réunir hier en assemblée générale, toujours autour de cette question-là. Sauf que le port autonome est devenu une deuxième base militaire. Vous vous rappelez, dernièrement, on allait vers cette conférence, on a compté, personnellement, j'ai dénombré 14 pick-up de gendarmes qui étaient tout autour du port autonome de Conakry. Le port autonome de Conakry était tout simplement quadrillé. Aujourd'hui, c'est une deuxième demeure pour la gendarmerie. Autant ouvrir un camp militaire tout autour, parce qu'ils y sont tous les jours. On a donc empêché cette rencontre-là. Mais les syndicalistes se disent droits, ils disent se maintenir droit dans leurs bottes pour continuer à défendre leurs droits. Parce que au port autonome de Conakry, c'est d'abord eux. Quand Al-Bayrak va arriver, Al-Bayrak vient et d'après les premières, d'après les indications du business plan de premier qui a été soumis, ils auraient besoin de 200 travailleurs. Contre les 800 et quelques du port autonome de Conakry, il faut quand même se poser la question, où est-ce que les autres vont? Ainsi, on veut défendre le travailleur, on veut défendre le travail, sauf qu'aujourd'hui, on ne permet même pas aux acteurs sociaux de pouvoir se réunir. Est-ce cela le retour de l'autorité de l'État dont on parle? Kassori Fofana, qui a quand même dit qu'avec lui, l'État va revenir. La récréation va finir tel que l'a dit le ministre de la Sécurité, mais c'est ce qu'il a dit. La récréation est terminée. Est-ce cela la fin de la récréation? Que d'empêcher à des acteurs sociaux de pouvoir se réunir autour de questions qui concernent leur vie et leur travail? Moi, je dis c'est tout simplement un recul à la fois des droits du travailleur en République de Guinée, un recul de la démocratie tout simplement, parce qu'on ne gouverne pas de cette façon-là. Et je le redis encore, la directrice a peut-être signé. La directrice adjointe est venue cacheter. Moussa Moïse, en passant, le slogan a bien eu du chemin finalement. Ils ont signé et cacheté cette convention-là, dans les conditions que vous savez. Le peuple de Guinée, à mon avis, doit être témoin de cela. Non pas seulement un témoin qui observe, mais un témoin qui agit pour dire non à une telle concession. Ce n'est pas un appel à la débandade dans la République, non. Mais l'exécutif
a l'obligation, le gouvernement a l'obligation d'expliquer sa démarche, de rendre compte au peuple. S'il ne le fait pas, à un certain moment, c'est qu'il n'est plus légitime et il n'est plus en droit de nous représenter. C'est cela le principe de la démocratie. Malheureusement, on en est là et il faut pouvoir en convenir. Voilà, justement, Jacques, vous avez d'ailleurs consacré la plume ce matin à ce qui se passe du côté du port autonome de Conakry. Parce qu'on veut réprimer tout. On veut frapper sur tous ceux qui lèvent le doigt pour dénoncer, n'est-ce pas, ce contrat. On peut bien entendu comprendre que c'est le gouvernement, c'est le président de la République, c'est le ministre des Transports, ils peuvent décider de concéder, n'est-ce pas, le port de Conakry. Mais encore une fois, l'État, c'est un appareil de gestion. Après, nous autres, nous appartenons à cette République et le port nous appartient tous d'une certaine façon. Donc on a un droit de regard sur ça. Et on ne parle pas, ceux qui parlent ne parlent pas comme ça. Je pense qu'ils sont partis des informations qu'ils ont pu avoir, des cadres techniques de cette direction, de la direction du port autonome de Conakry, pour quand même comprendre où il y a des risques. Les risques, bien entendu, de perdre aujourd'hui et de perdre demain. Parce que un contrat sur 30 ans, il y a bien à dire là-dedans. Maintenant, Aboubacar Silla, quand il parlait, il disait qu'il y avait de l'urgence. Moi, je continue à me poser cette question. C'était quoi l'urgence? Est-ce que si on ne concédait pas le port dans les conditions les plus opaques, en violant toute procédure, est-ce que le port allait disparaître en 2018? Moi, je me posais bien la question. Et est-ce que le port allait disparaître? Parce que ces dames, bien entendu, elles ont été utilisées et elles ont accepté de se faire utiliser de cette façon. Hawa Keïta, je l'ai vu en conférence de presse. Moi, je lui ai tout simplement posé la question. Et tout le monde dit que vous avez fait de l'effort. Depuis que vous êtes arrivé, vous avez eu des résultats. Est-ce que vous vous dites que vous ne pouvez vraiment pas gérer le port? Après, elle regarde le ministre avant de répondre. On ne peut pas parce qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens, mais et regardez, encore une fois, vous avez fourni de l'effort. Des efforts qui sont reconnus par le ministre qui vous invite à signer quand même un contrat. Et puis, vous avez été informé suffisamment par des cadres techniques comme quoi le contrat représentait, n'est-ce pas, des insuffisances et même des risques pour l'avenir. Je pense que le meilleur choix pour elle, c'était de dire tout simplement, puisque c'était elle seule qui pouvait engager la Guinée, je ne signe pas. Elle pouvait se faire remplacer par le président de la République, il n'y a pas de problème. Au moins, l'histoire allait retenir qu'il y a une dame qui a claqué la porte parce qu'elle a compris que le contrat dans lequel le Guinéen ou la Guinée voulait s'engager n'arrangeait pas le pays. Je pense qu'elle a fauté à ce niveau. Maintenant, on est en train de réprimer les syndicalistes parce qu'on veut tout simplement dire que le Guinéen est moins important que les Turcs qui vont arriver. Et ça, je pense que c'est choquant, c'est révoltant. Voilà, allez-y Madame Hiro. Non mais moi, en apprenant hier que les forces de sécurité sont venues jeter du gaz lacrymogène lors d'une assemblée générale d'une unité syndicale, moi ça m'a poussé à réfléchir. Parce que la dernière fois, on parlait du retour de l'autorité de l'État. Quand une organisation syndicale organise une assemblée, c'est pour partager ce qui se passe, les informations, les décisions à prendre avec la base. Et c'est comme cela que ça marche dans chaque démocratie. On doit laisser le syndicat jouer parfaitement, pleinement son rôle. Mais le fait de venir là-bas, jeter du gaz lacrymogène, disperser les gens, est-ce que c'est cela le retour de l'autorité de l'État? Je me pose bien des questions parce que on ira prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire en 91 ou bien on partira prendre l'exemple de Dakar pour dire que oui, on ne manifeste pas autour du palais présidentiel, mais vous avez vu les activistes de la société civile à Dakar qui sont en train de manifester contre cette loi. Parce que tout le territoire d'un pays, on ne peut pas interdire une partie du territoire à un citoyen à partir du moment où il ne vient pas, par exemple, faire quelque chose qui est contre la loi. Manifester, c'est consacré par la Constitution. Mais vous vous souvenez, on a interdit combien de marches avec les forces sociales de Guinée? À chaque fois que ces gens ont voulu se conformer avec la loi, ils n'ont pas pu manifester. Vous avez vu les manifestations que l'intersyndicale CNTG, USTG ont voulu organiser à cause du carburant. En fait, on a tué la manifestation dans l'œuf à cause de gaz lacrymogène. Et vous voyez ce qu'on est en train de faire? Moi, je me pose bien des questions. Est-ce que c'est cela, le retour de l'autorité de l'État? Parce qu'on le dit, quand vous êtes trop fort, vous nous écrasez. Quand vous êtes trop faible, nous périssons. Je pense qu'il faut adopter le juste milieu. Justement. Sinon, on tend vers la dictature. Et je crains que ça ne soit cela cette fois-ci en Guinée. On va revenir dans un instant. Écoutez cet élément de la rédaction et derrière, on va essayer de partir du côté du port autonome de Conakry. L'Assemblée générale convoquée ce lundi par les travailleurs du port autonome de Conakry n'a finalement pas eu lieu.
Pour cause, ils ont vite été dispersés à coups de gaz lacrymogène par des forces de l'ordre qui ont envahi la direction générale où ils s'étaient regroupés. Dans la foulée, des travailleurs ont été arrêtés et d'autres tabassés selon les témoignages. Après cette débandade, le syndicat parle d'une violation des droits du travail. Cheikh Touré. Le port autonome était transformé en un champ de bataille. On a été gazé par les forces de l'ordre. Ils ont arrêté d'autres. Il y a des femmes qui ont été déshabillées. Il y a même eu des tentatives de viol. Il y a même eu des vols au niveau de la caisse, ce qui est une violation flagrante de la norme internationale du travail. La récente sortie médiatique du ministre des Transports qualifiant les protestataires contre le contrat signé avec Al Bayrak d'amateurs et d'illettrés irrite le syndicat. Leur secrétaire général, Cheikh Touré, réplique. Partout où il a passé, il a causé des dégâts financiers. C'est un caméléon, un tribun politique de l'opposition qui vient maintenant porter le manteau de la mouvance présidentielle. Quelqu'un qui vend même les propres biens de ses parents. Quand on lui donne les biens de l'État, il va le vendre sans état d'âme. Poursuivant ces accusations contre le ministre des Transports, le secrétaire général des travailleurs du port autonome de Conakry ajoute. Pendant les années 90, c'est eux qui ont bradé les unités de privatisation ici, les stations Shell, les stations Total à des vil prix. C'est la même chose qu'ils veulent faire au port, qui est un patrimoine national. Pour le syndicat des travailleurs du port, les revendications vont se poursuivre jusqu'à leur satisfaction. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Un reportage signé donc Fatoumata Dalanda. Dans un instant, on va essayer de joindre Cheikh Touré, évidemment, qui va intervenir sur notre antenne. Moussa, vous avez écouté ce tellement de reportages de Dalanda? Je pense qu'aucune situation ne peut justifier la violence, surtout à l'endroit des travailleurs menus qui n'ont pour seule arme que leurs paroles, leurs slogans, afin de préserver, de lutter pour préserver leur emploi. Parce que c'est un peu la crainte ressentie aujourd'hui par les travailleurs de Guinée. L'autre partie de l'opinion, c'est par rapport justement aux conditions qui ont prévalu à la signature de cette convention avec Al Bayrak. Moi, je dis encore une fois, je signe et je cachette. Il n'y a pas un autre coupable de cette situation. Le véritable responsable, celui qui, au prix de ses nombreux voyages en Turquie, a réussi donc à donner à Al Bayrak cette partie du port autonome de Conakry, celui-là qui l'a fait, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Maintenant, vous voyez vous-même dans les communications qui sont celles d'Abaka Sila et des deux directrices que personne ne s'y connaît. Tout le monde se noie dans cette convention-là. On a l'impression qu'il n'y a pas qu'une seule version, il y en a plusieurs. On a même reçu Thibou Kamara qui est allé avec assez de tact, de prudence. Justement. Voilà, parce que tout simplement, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est un dossier brûlant. Le dossier signé PRG, il faut s'en méfier. Donc les commis de l'État ne peuvent pas commettre l'erreur de critiquer ne serait-ce qu'un pan de ce document. Mais moi, j'aimerais quand même dire à Al Bayrak, parce qu'il nous écoute ici. Rappelez-vous de cette guerre, de ce bras de fer qu'il y a eu entre deux sociétés quand même françaises qui se sont cassées la gueule au port autonome de Conakry. Parce qu'il y a eu un nouveau régime. Donc il a fallu, à l'issue d'une véritable bataille judiciaire, pour que l'autre cède à l'autre. Vous allez vous installer. Vous allez mettre déjà un ticket d'entrée, je pense, situé aux alentours de 15 millions, qui ne signifie absolument rien. La mine Gracie peut même donner cela. Alors, vous payez 15 millions comme ticket d'entrée, c'est déjà insultant. Ensuite, vous dites à l'opinion que vous allez investir près de 200 millions. Mais je vais voir ces 200 millions d'investissement-là. Je veux voir ça. Vous ne l'avez pas fait en Somalie. Vous ne l'avez pas fait en Somalie où quand même vous avez eu ce port Somalie et puis quel pays? Qu'est-ce qui a été fait en Somalie au niveau du port de la Somalie? Quelle est la spécialité de Al Bayrak? Voici l'autre question que je vous pose. Pourquoi cette sorte de copinage? Je vois le président et ainsi de suite. C'est même pas caché. C'est trop visible. On sent qu'il y a eu un arrangement. C'est vrai, si l'État n'a pas les moyens pour développer cette partie du port autonome qui a été baillé, mais écoutez, on pouvait trouver quand même un partenaire plus sérieux, un partenaire qui a plus de moyens et qui s'y connaît dans le domaine. Mais Al Bayrak n'a pas d'expérience dans le domaine, il n'a pas les moyens pour le faire. D'abord, on nous donne des bus pour nous endormir la conscience, pour manipuler d'abord notre conscience, pour nous faire croire que voilà, c'est quand même un pays ami et tout ça, il n'y a rien derrière. Mais il y a une chanteuse qui a des cadeaux empoisonnés. Je pense que c'est exactement ça, c'est un cadeau empoisonné. Parce qu'à la suite de ces bus, le contrat, cette signature de convention est sortie juste après. Je me suis donc rendu compte que ces bus-là, c'était juste pour servir d'eau
une sorte de verre d'eau pour que nous puissions avaler la pilule, la mer et la couleuvre en même temps. Il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des cons. Nous savons exactement ce qui se passe. Vous allez voir, ces dames-là, je le répète, elles auraient pu sortir par la grande porte de l'histoire en refusant de signer et l'autre de cacheter. Elles auraient tenu bon. Je pense qu'aujourd'hui, elles seraient véritablement saluées même par les travailleurs. Mais elles ont choisi le mauvais côté de l'histoire. Et voilà qu'elles ont signé leur propre rabaissement. Parce qu'elles se sont rapeties si les Turcs viennent. Mais elles ont quel pouvoir, ces dames? C'est fini. Moi, je sais que je signe, et l'autre cachette, on est foutu, mais je ne signe pas, elle ne cachette pas. Bien. Vous prenez la porte. Voilà. On va revenir dans un instant. Voilà. On n'arrive pas à joindre Cheikh Touré. S'il a l'écoute de l'émission, il peut décrocher le téléphone, évidemment, dans un instant. Allez-y, Tamba Zakari. Absolument. Je pense que les choses sont... Ce qu'il y a devant nous et qu'on est en train de dénoncer depuis le départ, moi, c'est aussi cette attitude du président de la République. Oui. Un président de la République, ça ne connaît pas tout. Je suis d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de domaines qui caractérisent la sphère de la gouvernance. Le président de la République que nous avons, c'est un monsieur affranchi aux questions de politique. Mais au-delà de cela, il y a des questions économiques, il y a des questions qui sont vraiment techniques. C'est comme celle du port autonome de Conakry. Quand vous avez envoyé des fils étudier et qui ont véritablement étudié, qui rentrent au pays, servir la Guinée, à mon avis, il faut les écouter. Mais vous levez le petit doigt contre cette histoire de concession, il vous tape sur la tête. Automatiquement. Il l'a fait avec le directeur des ressources humaines. Le directeur des affaires administratives et financières a failli y passer. N'eût été la médiation qui a été engagée illico presto après qu'il ait écrit sa lettre de démission dont on a pu avoir copie. Aujourd'hui, le président de la République ne veut entendre aucune autorité. Moi, j'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en vient à une telle signature? Justement. À moins de 2 ans de la fin du mandat. À moins de 2 ans de la fin de son mandat. Ouais. Où était le besoin de venir entacher ainsi de noir tout son bilan s'il y en a? Grande gueule. Moi, c'est la question que je me pose. Il faut encore le dire une fois, je pense que la Guinée, au-delà des belles formules de la santé, de la supposée santé économique que l'on nous vend, la vérité c'est que la Guinée est en souffrance par rapport à une série de partenaires. On a dit on va régulariser la gouvernance avec Kassori Fofana, mais ce n'est pas encore le cas. Ça ne rassure pas les partenaires. La question de l'accord des 20 milliards, il faut y aller probablement, trouver la clé de cette concession du port autonome de Conakry. Il y a ces bus qui sont tombés en panne 2 jours après qu'ils aient été mis en circulation. Vous avez vu qu'il y a un même qui est tombé en panne devant Espace FFM ici. Ça, c'est pour nous dire, écoutez, si vous voulez parler, venez, je suis là. Vous n'avez pas besoin de faire plus d'efforts. Au-delà de cela, Al-Bayrak, c'est venu, mais ce dont on ne parle pas assez, c'est aussi les métrobus. Oui. C'est également la Turquie qui va fournir à la Guinée ces métrobus-là. Mais finalement, il faut tout donner à la Turquie. Pourquoi pas la Chine? La Chine qui est venue aux portes de la Guinée et qui n'est pas arrivée ici. Il faut quand même dire la vérité. Ce qui se passe, c'est qu'on se porte mal dans nos relations avec ses partenaires. Qui plus est, il faut le dire, la Chine, un partenaire historique à la Guinée. Il y a cette indiscrétion qu'on a portée à mon oreille d'une autorité chinoise qui disait si la Guinée était un État sérieux, tous les apports qu'on apporte aux autres pays de la sous-région autour de nous, c'est à la Guinée qu'on le ferait. Pourquoi? À cause de Sékou Touré. Il faut peut-être dire aux Guinéens cette histoire-là. Lorsque tout le monde refusait la Chine au concert des nations, c'est Sékou Touré, ce premier président africain, qui a osé se lever et dire « Moi, je reconnais la Chine ». Et à cause de ça, les pays intelligents gardent cela. Les États sérieux gardent l'histoire et ils s'en servent pour définir leur politique économique. Sauf que dans le cas guinéen, on l'oublie tout simplement. Voir ce qui est en train d'arriver, je pense que c'est ce contrat qui est en souffrance et donc il faut trouver d'autres branches auxquelles on doit s'accrocher. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. On nous dit Al-Bayrak a signé pour 2 ans. Ce n'est pas bête. Peut-être on pense, mais pourquoi Al-Bayrak va dans une convention de 25 ans alors que Alpha va quitter bientôt? Ce n'est pas bête. Al-Bayrak va investir combien? Si Al-Bayrak ne réalise pas ses bénéfices à hauteur de 90%, Al-Bayrak n'est pas obligé d'investir en Guinée.
En clair, on va exploiter le port. Les dividendes qui en sortent, si elles atteignent les 90% de nos projections, on va réinvestir. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on en fait? On prend et on s'en va avec en Turquie. Bien, allez-y madame. Quand moi j'ai écouté par exemple le ministre lors de l'Assemblée générale de son parti qui ironisait, qui disait que quand vous dites que tous les travailleurs ne sont pas d'accord, est-ce que vous savez ils sont combien? Mais il suffisait de voir l'Assemblée au cours de laquelle ces travailleurs ont appelé les deux dames. La directrice générale et son adjointe. Vous avez vu à quel point les dames étaient paniquées, de sorte qu'elles se sont laissées humilier devant l'Assemblée. Ouais. C'est pour vous dire que quand je dis le plus souvent que la Guinée a un problème de ressources humaines, c'est là le problème. Une bonne personne qui travaille justement, qui se sacrifie pour son pays, réfléchirait par 1000 fois avant de signer un tel document. Malheureusement, les dames ne l'ont pas fait. C'est pour cela que moi, je ne suis pas dans cette histoire de féminisme pour dire que oui, c'est des dames, je les supporte. Je ne suis pas d'accord avec ça. Que vous soyez homme ou femme, quand vous avez fauté pour le devenir de la nation, il faudrait le dire. Madame je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai vu beaucoup de femmes dire non, elles se sont laissées manipuler. C'est des dames matures qui sont à des postes de responsabilité. Vous ne pouvez pas signer un document sans l'avoir lu. Et surtout que vous avez été prévenu. Je ne peux pas supporter cela. Le ministre dit ils ne sont pas tous là-dedans. En attendant, le port ne fonctionne pas comme normalement s'ils ne sont pas tous là-dedans. Il dit que cette convention, la signature de cette convention a été entamée, elle ira jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on parle comme ça pour quelqu'un qui veut négocier et essayer de ramener les gens à la raison? C'est possible de négocier. Quand des syndicalistes disent niet, essayez de leur faire comprendre, parce que le ministre dit que ce que les gens disent n'est pas vrai, qu'il y aura plus d'emplois. Mais essayez avec tact de leur faire comprendre que oui, il y aura plus d'emplois. Si vous voyez qu'ils s'insurgent, c'est parce que réellement ils savent qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais quand je prends le président de la République, ce qui me fait un peu mal, à 2 ans de la fin de son mandat, M. Alpha Condé a quand même 80 ans. Vous imaginez? 80 ans. Ailleurs, les gens démissionnent tout bonnement. Vous voyez Kofi Annan, comment il a servi l'histoire, comment sa vie. À 80 ans, le monsieur, il est décédé. Mais je vous dis, voyez quel hommage. Les hommages qui lui sont rendus à travers le monde. Monsieur Alpha Condé, quand il est arrivé ici, il a dit qu'il serait un Mandela, il serait un Barack Obama et tout. Vous voyez Barack Obama, ce qu'il fait aujourd'hui aux États-Unis? Il est entré par la grande porte. C'est pourtant un immigré, quelqu'un dont les parents sont venus récemment d'Afrique, qui a pris le pouvoir, qui est sorti par la grande porte. Monsieur Alpha Condé pourrait faire la même chose en sortant par la grande porte, en n'essayant pas de mettre ce pays dans des conditions difficiles avant de partir. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Bien, Madame Hiro, allez-y, Jacques, pour clore. Bon, moi, j'ai quand même quelques mots à dire à Aboubacar aussi là, parce que ce monsieur, peut-être que son parti qu'il a utilisé pour devenir député derrière un parti politique, il l'a encore utilisé pour devenir ministre. Finalement, on comprend pourquoi il se battait, pourquoi il parlait, pourquoi il critiquait tant. C'est pour devenir président du port autonome de Conakry, un port qu'il peut donner à qui il veut. Mais qu'il arrête quand même d'amuser les gens. Le fait de dire il y a combien de travailleurs ou bien il n'y a pas de risque de chômage. Mais c'est faux. Le contrat lui-même, il le dit, c'est Al-Bahira qui va recruter, c'est pas lui, Aboubacar Silla, qui va recruter. Donc la société pourra elle-même décider de maintenir qui il veut. Comment, bien entendu, il peut continuer à tenir de tels propos. Et il faut dire que c'est encore une fois, au cours d'une assemblée d'un parti politique, il profite pour laisser passer ce genre de déclarations. Il faut quand même prendre les Guinéens au sérieux. C'est vrai, il est capable de quelque chose maintenant parce qu'il a l'onction du pouvoir, donc du président de la République, mais de toutes les façons, le pouvoir, il n'est pas éternel. Tout peut changer. Tout peut changer. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Vas-y. C'est un calvaire. Moussa, permets-moi c'est un calvaire. Cette semaine, j'étais très rapidement du côté de l'intérieur du pays où j'ai fait comme ça. J'ai fait jusqu'à Dalaba. On ne peut pas circuler. Nous avons passé
4 heures de temps dans un embouteillage entre Mamoukindia parce qu'il y a un camion qui est tombé en panne dans une espèce de virage où il y avait une espèce de ravin, un gros trou, donc il n'y avait aucune possibilité de dévier. Vous imaginez, on a fait 4, 5, 6 heures sur la route nationale dans un embouteillage. Vous allez plus loin, Conakry-Kindia, c'est quasiment impraticable. Alors, c'est un cri de cœur que je lance au ministre des Travaux publics, monsieur Moustapha Naïté, de se réveiller un peu. C'est vrai, la communication sur Facebook, oui, on a remis le pont de Dabondi, c'est bien, la transversale de Dabondi, c'est bien, félicitations. On a remis le pont de Kassonia, tout ça, c'est gentil, monsieur le ministre, en plus du nid d'écureuil de Lissan, c'est bien beau, tout ça, mais encore une fois, il faut répéter, c'est un calvaire, c'est un véritable calvaire aujourd'hui de pratiquer les routes nationales. Les routes. Déjà à Conakry, on n'en parle pas, mais si vous allez à l'intérieur du pays, je vous dis le calvaire que les gens vivent quand ils quittent Conakry pour aller à Zérékouré. J'ai regardé les images, j'ai eu des témoignages du côté de entre Guékédou, Kissidougou, c'est impraticable. Les voitures sont complètement enfoncées dans la boue, pas des gros trous, madame Hiro, mais c'est des boues énormes. Les camions, les voitures sont là dedans, d'accord. C'est même pas les pneus, c'est les voitures tout entières qui sont complètement englouties par la boue. On a l'impression qu'on vit au 18e siècle encore en Guinée. Je pense que ces images-là, moi, si c'est pas en Guinée, j'ai pas encore vu qu'on me dise le contraire sur une route nationale. Pour une fois, je suis parfaitement d'accord avec toi, mon cher Roby. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Je pense qu'il sera là lundi dans les grandes gueules, mon cher Titi. Je parle de M. Naïté. Oui, absolument, oui. Il s'est calé, sauf changement de dernière minute. On verra bien. Il devrait être notre invité exceptionnel le lundi. 700 km de bitume, hein. Oui, qui sont annoncés, des grands travaux. Faut qu'on arrête un petit peu les... Mais non. Allez, on va dire les grandes annonces. Mais non, honnêtement. c'est pas... Voilà. Non, mais moi, je suis ce Guinéen lambda qui ne croit à rien maintenant. Voilà. Titi, quand on est chez lui, il n'y a pas de problème. Il peut s'asseoir. On va continuer l'émission. Non, mais moi je pense que il faut attendre de voir le ministre. On ne peut que le croire sous les mots. D'autant que moi je crois à rien. D'autant que je crois que il est à sa première de faire de telles annonces concernant les travaux routiers qui, a-t-il rappelé, vont être lancés à partir du mois de novembre. Et il a cité les différents axes routiers qui vont être concernés par ces travaux, notamment ce qu'on avait présenté comme l'autoroute Koya-Dabola, ça n'est plus une, c'est plutôt des travaux d'élargissement, je crois de 7 mètres ou de 10 mètres de cette nationale numéro 1. Il y a aussi ces contrats qui ont été signés, les 18 km de route pour atteindre Guékédou, entre Guékédou et Kissidou, qui sont confiés à Djiko Press, les 35 du côté de entre Massanta et Guékédou, donc sur le tronçon de Condé-Badou. Il y a d'autres axes routiers comme ça qui sont annoncés, dont les travaux devraient commencer. On sera là pour suivre la marche de notre pays, pour constater l'effectivité de ces travaux, si ils n'ont pas lieu aussi, et on sera là pour le dénoncer. Bien. Tu sais c'est qui qu'on appelle Daddy? Mais bien sûr. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.